Bonjour, on va commencer donc ce séminaire. Je vais donner quelques mots d'introduction pour présenter Thierry Valzer. Ensuite, on écoutera le séminaire de Thierry avec attention pendant une demi-heure. Et ensuite, on passera un temps de questions que tous les participants et tous les participants pourront poser dans le chat au fur et à mesure du séminaire ou bien à la suite. Je lirai les questions et nous écouterons les réponses de Thierry. Voilà, je vous demande à tous de bien couper votre micro s'il vous plaît, à part évidemment Thierry. Donc Thierry Valzer est directeur de recherche à l'INSERM. Il dirige au CIRI un laboratoire de l'école normale, spécialisé dans la recherche sur les maladies infectieuses, avec toute une équipe d'immunologues, composée, je crois, d'une vingtaine de scientifiques et de médecins. Leur thème de recherche concerne l'étude des cellules immunes, qu'ils appellent natural killer, NK, qui sont des cellules qui sont essentielles pour la réponse immunologique de l'hôte lors d'agressions par des pathogènes infectieux ou des cellules cancéreuses. Donc, Thierry Valzer ainsi que tous les chercheurs cliniciens de son équipe ont été et restent très impliqués sur la crise actuelle du Covid. Et ils ont mis en place différentes cohortes de patients pour étudier les réponses de l'hôte. Thierry Valzer a obtenu des subventions de recherche prestigieuses qui proviennent notamment de la Fondation Finovi, de l'ANR Jeunes Chercheurs, de l'ERC en 2012. Et sa réputation sur les scènes nationales et internationales sont très importantes. Il a co-organisé le premier congrès conjoint entre le CIRI et le CRCL sur l'immunologie dans les maladies infectieuses et cancers. Et il joue un rôle moteur dans la vie du CIRI, dans lequel il assure la coordination de la spécialité en immunologie. Donc j'ai le plaisir de l'inviter pour ce séminaire pour tous les membres de l'école normale et tous leurs amis, pour présenter un petit peu les avancées sur le Covid et les questions que l'on peut se poser, auxquelles il tentera de répondre à la suite. Bienvenue Thierry et nous t'écoutons. Merci Thierry. Alors mon séminaire est intitulé effectivement Vaccin contre la Covid-19, risques, bénéfices et protection contre les nouveaux variants. Vous m'entendez bien, hein? Pas de problème? Très bien Thierry, c'est bien. Bon, très bien. Je tiens à dire que bon, la vaccination, c'est pas ma spécialité. Donc je suis un immunologiste de formation évidemment, donc je comprends bien toutes les problématiques liées à la vaccination. Donc à ce titre, je peux faire cette présentation, mais il y a certains points pour lesquels je suis quand même pas complètement expert et donc je ne pourrais pas forcément vous apporter tous les éclaircissements sur tout. Alors, hop, voilà. Donc, effectivement, je travaille au Centre international de recherche en infectiologie, qui est un centre multitutelle, dont une ces tutelles est l'ENS de Lyon, et dont le directeur est François-Louis Cosset et le vice-directeur François Vandenech. Et donc, à l'intérieur de ce centre, on étudie beaucoup de choses, mais en particulier, il y a 3 spécialités qui sont la bactériologie, la virologie et l'immunologie, donc qui est une discipline en effet, j'ai l'honneur de coordonner. Donc, je vais commencer ce séminaire qui se veut quand même assez grand public. Il y aura des parties un peu plus techniques, mais bon, vraiment, j'ai essayé de faire que tout le monde comprenne. Je vais commencer par quelques généralités sur les maladies infectieuses et sur les vaccins. Donc, les maladies infectieuses sont une des principales causes de décès dans le monde. C'est en fait la deuxième cause de décès après les maladies cardiovasculaires. Le nombre de décès annuels est d'environ 57 millions et 15 millions de ces décès est directement lié aux infections. Et par ailleurs, il y a des millions de décès qui sont supplémentaires, qui s'ajoutent à ça, qui sont secondaires aux infections, puisqu'en fait, de nombreuses infections sont responsables de maladies chroniques. Donc, certaines de ces maladies, vous les connaissez, elles sont assez médiatisées. Donc, par exemple, les ulcères et les cancers gastriques qui sont liés à des bactéries comme Helicobacter pylori, ou le cancer du col de l'utérus qui est lié à une infection par le papillomavirus, les cancers du foie qui font suite aux infections par les virus d'hépatite B et C. Et en fait, il est établi qu'une grande partie des cancers, alors 15% sur cette diapositive que j'ai trouvée, bon, ça dépend un peu des estimations, 15 à 25% des cancers seraient en fait liés à des infections sous-jacentes, donc des infections qui ont précédé ces cancers et qui ont en fait permis l'émergence de ce cancer-là.
Donc, pour ce qui est du coronavirus, bon, je vais vous rappeler les chiffres que je pense la plupart des gens connaissent maintenant. Le coronavirus, c'est une pandémie d'ampleur euh, vraiment importante. Je ne sais pas si c'est la plus grande pandémie qu'on ait connue, mais en tout cas, c'est certainement une des plus grandes. Le nombre de cas total confirmés est de 102 millions ce matin, donc aux dernières estimations. C'est un nombre de cas qui est évidemment très largement sous-estimé, puisque dans de nombreuses parties du globe, par exemple en Afrique, on ne teste tout simplement pas la présence du virus. Le nombre total de décès liés à cette infection, lui aussi, est certainement sous-estimé. Bon, pour le moment, il est estimé enfin, en tout cas, il est compté à 2,2 millions. Donc, par ailleurs, il y a donc ce virus, donc il a émergé, comme vous le savez, au début de l'année 2020, et donc il y a beaucoup de nouveaux variants. On a parlé ces derniers temps beaucoup des variants anglais, sud-africains, brésiliens, etc. Donc il y a de nouveaux virus, enfin, de nouveaux variants qui émergent et qui sont peut-être de plus en plus différents. Alors, le meilleur moyen de lutte contre les maladies infectieuses, ça reste les vaccins. Alors, c'est vrai que pour les bactéries, par exemple, on a d'autres moyens comme les antibiotiques, même si on a de plus en plus de problèmes d'antibiorésistance. Mais pour les virus, par exemple, le meilleur moyen de lutte, ça reste la prévention et donc les vaccins. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler un peu d'histoire des vaccins. Donc, l'histoire des vaccins, elle commence à peu près à la fin du XVIIIe siècle avec la découverte du vaccin contre la variole par un Anglais, Edward Jenner, qui observa en fait que les paysans qui avaient contracté la vaccine c'est une maladie virale chez les vaches, donc la variole bovine. Donc, ces paysans, en fait, ils n'étaient jamais ensuite atteints de la variole humaine. Et donc, sur base de cette observation, il a eu l'idée d'injecter à un enfant du pus de vache malade, donc de la maladie bovine, et puis 6 semaines plus tard, du pus de patients varioleux, donc cette fois-ci la maladie humaine. Et il a observé que l'enfant avait résisté à la variole. Donc, c'était la première observation directe qu'on pouvait vacciner des gens contre une maladie infectieuse. Et puis, à la fin du 19e siècle, Louis Pasteur a établi de façon plus scientifique les principes généraux de la vaccination. Et il l'a fait d'abord dans une étude chez les poules. Donc, il avait montré en fait qu'une première dose de culture vieillie d'une bactérie qui s'appelle P. multocida ne tuait pas les poules. Donc, cette culture vieillie, c'est en fait des bactéries mortes. Et il a ensuite montré qu'une dose ultérieure de culture fraîche, donc cette fois-ci composée de bactéries vivantes, quand elle était injectée chez des poules témoins, elle était mortelle. Par contre, elle était inoffensive chez des poules qui avaient reçu une dose préalable du vaccin, donc de la culture vieillie, donc des bactéries mortes P. multocida. Donc là, c'était vraiment une démonstration beaucoup plus scientifique de principe de vaccination. Et ensuite, il a appliqué ce principe à la rage. Donc, il a en fait réalisé la première vaccination anti-rabique humaine et qu'il a administré avec succès à un enfant qui s'appelait Joseph Meister. Donc, c'est une histoire qui est restée très célèbre, qui a fait l'objet même de films, je crois. Et donc, ça, c'était en 1885 et ça a sauvé cet enfant de la mort. Donc, de nos jours, on en sait beaucoup plus sur ce qu'est un vaccin et ce qu'il doit contenir. Donc, un vaccin, c'est une préparation antigénique. Donc, une préparation antigénique, ça veut dire que c'est une préparation de déterminants de l'agent pathogène, c'est-à-dire de parties de cet agent pathogène, et qui a pour but d'induire une réponse immunitaire spécifique de cet agent, capable de le protéger contre l'infection naturelle ou en tout cas d'en atténuer les conséquences. Ah, je suis désolé, ça. Donc, évidemment, les vaccins, le premier intérêt des vaccins, c'est un intérêt individuel, ça protège l'individu qui est vacciné, mais il faut savoir que si suffisamment de gens sont vaccinés dans une population, ça confère ce qu'on appelle une immunité de groupe. Donc, cette immunité, elle n'est conférée que si la proportion de cette population immunisée est importante parmi la population générale. Et c'est important, donc ça empêche en fait, quand il y a une grosse partie de la population qui est immunisée, ça empêche la transmission de l'infection, donc la circulation du virus d'un individu non immunisé à un autre. Et donc, ça protège indirectement les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'elles n'ont pas accès au vaccin,
soit par exemple parce qu'elles sont immunodéprimées ou immunosupprimées. Donc, les bénéfices des vaccins, donc, qui sont connus depuis longtemps, et en France, l'INSERM estime que les vaccinations ont, depuis 1950, contribué à diviser par 30 ou plus la mortalité due à certaines maladies infectieuses. Donc là, c'est des données pour quelques maladies, des données de mortalité par million de personnes. On voit bien, par exemple, pour la diphtérie, pour le tétanos ou pour la poliomyélite, qu'en 1950, il y avait quand même pas mal de morts de ces maladies par millions de personnes, et qu'après 1990, donc à l'ère vaccinale, il y a quasiment plus de morts pour ces maladies. Donc, dans la même idée, cette diapositive montre l'impact des vaccins sur la morbidité due aux maladies infectieuses aux États-Unis. Donc là, il y a plus de maladies, la diphtérie, les pneumonies bactériennes, la rougeole, les oreillons, la coqueluche, la polio, la rubéole, la variole. Donc, pour l'ensemble de ces maladies, il y a maintenant des vaccins. Et on voit qu'en fait, à l'ère pré-vaccinale, il y avait beaucoup de morts chaque année de ces différentes maladies infectieuses, et qu'à l'ère post-vaccinale, donc maintenant à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de morts par ces maladies infectieuses. Donc il y a eu une diminution de l'incidence de ces maladies de 75 à 100% suivant les maladies. Alors, de façon intéressante, on voit par exemple pour la rougeole, qui s'appelle measles en anglais, qu'il y a encore des cas de rougeole aux États-Unis, et c'est le cas aussi en France. En fait, en France, il y a une recrudescence de rougeole qui est parfois mortelle, et cette recrudescence de rougeole, elle n'est pas liée à un problème d'efficacité du vaccin, elle est liée à un problème de couverture vaccinale, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas vacciner leurs enfants contre la rougeole. On voit aussi tout l'intérêt des vaccins quand on considère les maladies infectieuses pour lesquelles il n'y a pas de vaccin. Donc cette diapo, elle est relativement vieille, elle date de 2012, mais c'est toujours la même situation en 2021. Et de façon, je dirais, emblématique, on voit que tout en haut de cette liste, il y a le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, qui cause le sida. Et donc c'est un virus pour lequel il n'y a toujours pas de vaccin, comme vous le savez. Et donc, ça reste un très gros problème, en particulier dans les pays du tiers-monde. Alors maintenant, on a vu les bénéfices des vaccins. Maintenant, quels sont les risques? Donc, il faut savoir qu'il faut distinguer vraiment les risques et les effets secondaires plus ou moins bénins, sur lesquels on reviendra. Donc là, on parle plus des risques vraiment importants. Donc, je dirais que dans les médias, il y a eu pas mal, je dirais, de fantasmes sur certaines maladies qui pourraient être causées par les vaccins. Et on a en particulier beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, par exemple, des risques de sclérose en plaques, la multiple sclerosis en anglais, qui seraient causés par certains vaccins. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'études sur la question, notamment déclenchées par toutes ces idées sur les réseaux sociaux. Et donc des grandes études, ce qu'on appelle des méta-analyses sur des milliers de patients, donc des études épidémiologiques, qui ont essayé de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a plus d'incidence des maladies comme la sclérose en plaques parmi les gens vaccinés et suite à cette vaccination en comparaison de populations contrôle? Et toutes les études sont unanimes, les risques ne sont pas supérieurs dans les populations vaccinées. Donc ça reste des maladies qui sont relativement rares. Par exemple, la sclérose en plaques, c'est une personne à peu près sur 100 000, et l'incidence parmi les personnes vaccinées, quel que soit le vaccin, est la même que chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, ceci dit, il y a aussi le syndrome de Guillain-Barré. Donc, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une autre maladie de type auto-immune, et qui consiste en une paralysie progressive, souvent réversible, et qui touche d'abord les membres inférieurs et qui peut ensuite toucher les muscles respiratoires. Donc ce syndrome de Guillain-Barré, il est causé, on le sait, par une stimulation du système immunitaire, et il peut avoir lieu lors d'une vaccination ou suite à une vaccination ou une chirurgie. Mais il faut savoir que la première cause de syndrome de Guillain-Barré, ça reste les infections. Et par exemple, rien que pour la grippe, le risque de syndrome de Guillain-Barré après une grippe classique, il est 500 fois supérieur au même risque après vaccination. Donc on a 500 fois plus, en d'autres termes, de chances d'avoir un syndrome de Guillain-Barré si on n'est pas vacciné que si on est vacciné. Donc maintenant qu'on a vu les risques, un vaccin, comment ça marche? Donc de façon assez schématique, un vaccin, donc je vous ai dit, il est composé d'antigènes qu'on administre aux patients, donc souvent en intramusculaire ou en intradermique.
et ces antigènes, ils sont pris en charge par le système immunitaire et ils vont stimuler la fonction du système immunitaire. Ils vont permettre la formation, la production d'une immunité spécifique de ces antigènes. Et pour cela, en fait, ce vaccin va mobiliser les deux bras très importants de l'immunité, qui sont premièrement des cellules qu'on appelle les lymphocytes B, et deuxièmement des cellules qu'on appelle les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B, ce sont des cellules qui vont produire en fait une molécule sécrétée dans le sang qui s'appelle les anticorps. Et en fait, lorsqu'on vaccine avec des antigènes d'un agent pathogène, on va produire des anticorps spécifiques de ces antigènes. Et ces anticorps, ils vont être produits et circuler dans le sang. Et dès qu'il y aura une infection par l'agent pathogène correspondant à ces antigènes, ils vont pouvoir neutraliser très rapidement cet agent pathogène dans le sang avant même qu'il puisse infecter. Le deuxième bras de l'immunité très important, ce sont les lymphocytes T. Ces lymphocytes T, eux, ils sont capables de tuer les cellules infectées par les virus ou par les bactéries, donc par les agents pathogènes. Donc, ils vont éliminer la production de ces virus à la source, parce que vous savez que, par exemple, les virus ne sont pas des organismes autonomes, à la différence des bactéries, donc ils sont obligés d'infecter les cellules pour pouvoir se multiplier. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur des cellules, le problème, c'est qu'ils sont protégés de l'action des anticorps. Donc, le système immunitaire a une deuxième arme très importante, qui sont les lymphocytes, qui vont pouvoir détecter ces cellules infectées par des virus et les éliminer très spécifiquement. Donc, le vaccin va stimuler les deux bras de cette immunité. Donc, maintenant qu'on a vu pas mal de généralités, donc qu'en est-il du SARS-CoV-2 et de la maladie qu'il provoque, qui est le ou la Covid-19? Je ne sais plus exactement comment il faut appeler cette maladie. Donc, le SARS-CoV-2, qui est donc l'agent du Covid-19, c'est un virus de la famille des coronavirus et qui a un génome de type ARN simple brun. Alors, je suis désolé, ça va devenir un petit peu plus technique. Donc, ce virus, il est représenté ici. Donc, ce génome viral, il est donc à l'intérieur d'une nanoparticule qui fait à peu près 100 nanomètres et qui est constituée d'une enveloppe lipidique dans laquelle est enchâssée des protéines du virus. Donc, ces protéines, c'est des protéines de matrice, et une autre protéine très importante qui est la protéine spicule en français ou spike en anglais. On entend souvent le nom anglais qui est spike. Et donc ce virus, on sait qu'il a en fait un saut d'espèces. Donc on pense que c'est une zoonose en fait qui provient probablement de la chauve-souris et qui est arrivée jusqu'à l'homme, peut-être par un hôte intermédiaire comme le pangolin ou une autre espèce, mais il est très clair qu'il a émergé très récemment, donc au début de l'année 2020 en Chine. Et ce virus, pour pouvoir infecter des cellules, il compte donc sur une protéine qui est donc cette fameuse protéine de spicule ou spike en anglais. Et cette protéine, elle va se fixer à un récepteur cellulaire qui s'appelle ACE2. Donc ACE2, ça veut dire Angiotensin Converting Enzyme 2 en anglais, de nouveau. Et donc ce récepteur, donc c'est une protéine de surface qui est exprimée, donc qui a une autre fonction qui a été utilisée par le virus. Donc c'est une protéine qui est normalement exprimée à la surface des cellules, mais en particulier des cellules épithéliales du tractus respiratoire. Et en fait, la protéine spike va se fixer à cette protéine ACE2 via un domaine très important qui est le domaine RBD, pour Receptor Binding Domain, donc domaine de fixation au récepteur. Et donc cette fixation va entraîner l'internalisation du virus à l'intérieur de la cellule et donc l'infection. Il faut savoir que ce fameux domaine en jaune ici, RBD, c'est une des cibles principales de la réponse immunitaire, et en particulier des anticorps. Et donc, c'est la zone du virus qui a été le plus ciblée par l'industrie du vaccin. Donc ici, j'ai représenté en fait un schéma de la réponse immunitaire adaptative contre le SARS-CoV-2. Donc, il y a plusieurs phases dans cette réponse. Alors d'abord, une phase présymptomatique au cours de laquelle en fait, le virus ici en rouge va se multiplier assez rapidement.
et à la suite de laquelle il y aura une phase dite symptomatique qui coïncide avec le début de la mise en place de la réponse adaptative ici en bleu et en violet, donc les fameux anticorps, les fameux lymphocytes T qui vont commencer à se mettre en place. Donc on voit qu'il y a une phase de délai entre l'infection et l'apparition de ces anticorps et de ces lymphocytes T, donc qui correspondent à la mise en place de cette immunité. Et puis, une fois que cette immunité sera mise en place, dans le meilleur des cas, elle sera protective et elle permettra ce qu'on appelle la clairance de l'infection, donc la diminution et puis l'élimination du virus de l'organisme. À la suite de cette phase dite symptomatique, qui dure typiquement entre 7 et 10 jours, il y aura en fait, donc l'immunité, elle va rester à un niveau un peu moins élevé que pendant la phase symptomatique, mais donc il y aura des restes de cette immunité, et c'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Et cette mémoire immunitaire, c'est en fait là-dessus que sont basés les vaccins. Donc ce qu'on cherche à faire avec un vaccin, c'est stimuler cette mémoire immunitaire alors qu'il n'y a pas eu d'infection. Donc, les vaccins contre le SARS-CoV-2. Alors, vous savez peut-être qu'il y en a eu un très grand nombre. Hein. Il y a eu, donc, à ma connaissance, il y a eu à peu près 200 vaccins qui ont été mis au point à travers le monde. Et on peut globalement en fait, grouper ces vaccins en 4 catégories. Premièrement, les vaccins ARN, dont on reparlera ensuite et qui ont été, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, puisque ça concerne les vaccins Pfizer, Moderna et peut-être le CureVac bientôt. Ensuite, les vecteurs adénoviraux, donc c'est-à-dire des vecteurs dans lesquels la partie qui code pour la protéine spike est enchâssée dans un vecteur viral. Et donc ça, c'est les vaccins développés notamment par AstraZeneca, qui devraient peut-être arriver très très prochainement, puisque je regardais mon portable juste avant la présentation, et la haute autorité de santé devrait décider aujourd'hui si elle autorise ou pas ce vaccin-là. Et puis troisièmement, les vaccins à protéines recombinantes, notamment celui de Novavax qui est le plus avancé et qui devrait peut-être arriver en mai, et aussi ceux qui sont développés par Sanofi qui arriveront peut-être au deuxième semestre. Alors, je voulais revenir aussi sur quelque chose qui a fait beaucoup couler d'encre, qui était le temps de développement des vaccins. Donc, il est vrai que les vaccins contre le SARS-CoV-2, donc contre la COVID-19, ont été développés dans un temps absolument record, hein, moins d'un an entre le concept, la conception, la mise au point, le test et la production, puis la vente. Donc, c'est vrai que c'était un record sans précédent. Et on voit bien que c'était vraiment un exploit comparé à la moyenne habituelle des vaccins. Donc habituellement, il faut autour de 10 ans pour développer un vaccin contre une maladie infectieuse. Alors, beaucoup de gens se sont beaucoup méfiés de ce temps de mise au point record et ils se sont dit que les étapes avaient été brûlées peut-être et qu'on n'avait peut-être pas pris autant de précautions qu'habituellement pour développer ces vaccins. Alors, en fait, il n'en est rien. Et ces vaccins, ils ont été testés au moins aussi bien que les autres. Et les raisons qui expliquent cette rapidité, elles sont multiples. Premièrement, c'est peut-être une des pandémies les plus importantes qu'on ait jamais eues à l'ère moderne. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a eu une mobilisation absolument sans précédent. Il y a eu ensuite des moyens financiers qui ont été mis en place, qui étaient également sans précédent. Toutes les industries du vaccin se sont mobilisées et puis les gouvernements aussi pour vraiment faciliter cette production. Il faut savoir aussi que les industries du vaccin étaient préparées, puisque ce n'est pas la première pandémie auquel on doit faire face, ou en tout cas le premier risque de pandémie auquel on doit faire face. Donc les gouvernements ont depuis longtemps commencé à réfléchir à ce problème-là en concertation avec les industriels du vaccin, et on se rappelle notamment l'affaire de H1N1, qui avait peut-être un peu fait rire à l'époque, mais maintenant on se rend compte que c'était peut-être une préparation qui était utile. Et puis aussi, ce qui a facilité les choses dans cette épidémie, c'est qu'il y a eu un nombre de cas absolument record, hein, je vous disais au début, au moins 100 millions jusqu'à présent, et donc ça a facilité les tests. Ce virus, il est tellement contagieux que c'était très facile de voir si des personnes qui étaient vaccinées seraient protégées ou pas, puisque l'incidence, la circulation du virus était énorme. Et il y avait d'ailleurs aussi énormément de volontaires pour ces tests de vaccins. Donc l'ensemble de ces raisons a permis
le développement de ces vaccins de façon extrêmement rapide. Je dois dire aussi que les autorités de santé ont été extrêmement aussi réactives pour le développement de ces vaccins. Donc ces vaccins, premièrement, on va aborder les vaccins ARN. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui sont autorisés pour le moment en France. Et donc, on va un peu regarder leur principe d'action. Donc, les vaccins ARN, en fait, ils sont composés d'un ARN qui est encapsulé dans une nanoparticule lipidique. Donc, un ARN, c'est un peu un intermédiaire entre le code génétique, qui est l'ADN, et les fonctions cellulaires ou virales, qui sont des protéines. Donc, il retient le code et il est directement utilisable par la machinerie cellulaire pour pouvoir produire les fonctions, donc les protéines. Donc, ce qui se passe quand ce vaccin est injecté à un patient, c'est que la membrane de cette nanoparticule va fusionner avec la membrane cellulaire afin de libérer le contenu, donc l'ARN, à l'intérieur de la cellule. Quand cet ARN sera à l'intérieur de la cellule, il sera pris en charge par la machinerie cellulaire pour permettre ce qu'on appelle la traduction, c'est-à-dire la synthèse des protéines avec le code qui est crypté sur cet ARN. Et donc, dans le cas du vaccin contre le SARS-CoV-2, ce qui est codé, c'est la protéine de spike, ou spicule en français. Et cette protéine, comme elle est étrangère pour le corps, elle va déclencher très rapidement une réponse immunitaire et donc la production en particulier d'anticorps qui seront spécifiques de cette spicule. Donc, il faut savoir que cette mise en place de l'immunité, de la même façon que pendant l'infection naturelle, il y a une phase de latence avant qu'elle soit mise en place, ce qui explique que les vaccins ne sont pas directement efficaces. Il faut que vraiment le système immunitaire, il y a différentes étapes dans la réaction immunitaire et qui aboutissent donc à la production de ces anticorps. Alors ce vaccin, ces vaccins ARN, on sait qu'ils sont efficaces. Alors ce que je vous ai montré ici, c'est l'incidence, donc la fréquence d'infection dans une population contrôle en bleu ou dans une population vaccinée en rouge, et ici vaccinée par le vaccin Pfizer. Et vous voyez qu'au cours du temps, donc ça va jusqu'à 3 mois à peu près ici, les gens qui ne sont pas vaccinés s'infectent de plus en plus, alors que les gens qui sont vaccinés, au départ, ils s'infectent un petit peu, et puis ensuite, après, il y a plus d'infection. Donc, ce qui explique cette infection au départ, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est que les gens qui sont vaccinés, le temps qu'ils soient réellement protégés, ça prend quelques semaines, quelques mois parfois, et ça explique qu'au début, ils peuvent être toujours susceptibles à l'infection. Mais une fois qu'ils ont produit des anticorps à un niveau suffisamment élevé dans leur sang, ils sont protégés, donc ils ne s'infectent plus par le virus. Donc, on sait que ces vaccins ARN, ils ont un taux de protection absolument record, 95% de protection dans une population de 18 à 75 ans. Ils protègent également contre les formes graves et on sait que la protection dure au moins 2 à 3 mois et on ne peut pas vraiment regarder plus longtemps parce que, évidemment, l'infection elle est relativement récente, donc on n'a pas encore de données à long terme. Un autre élément qui reste en suspens, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on sait que le vaccin protège des symptômes, mais on ne sait pas si quand même les gens qui sont vaccinés, est-ce qu'ils peuvent porter ou pas le virus, et si oui, est-ce qu'ils peuvent éventuellement le transmettre. Donc ça, c'est encore des données qui restent à prouver. Alors la tolérance de ce vaccin, il y a une réaction immédiate suite à la vaccination dans les 48 heures, qui peut consister en des rougeurs, des céphalées, donc des signes bénins. Donc la tolérance est bonne en général, avec de très rares effets secondaires. On peut citer un accident anaphylactique sur 100 000 patients vaccinés. Donc un accident anaphylactique, c'est un choc allergique qui est en général lié au véhicule, donc au composant de la nanoparticule, qui est le PEC 2000. Et donc ça n'arrive que chez les sujets à très haut risque qui ont des antécédents allergiques importants. Et puis, il y a aussi un petit doute sur un très faible risque de paralysie faciale, donc qui concerne vraiment une très petite minorité de patients. Quels sont maintenant les risques? Parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur le domaine. Donc, les gens avaient peur que l'ARN s'intègre dans leur génome et cause je ne sais quelle maladie. Donc, il faut savoir qu'un ARN, ça ne pénètre pas dans le noyau. C'est l'inverse. Donc, l'ARN, en général, normalement, il sort du noyau.
L'ARN, ce n'est pas quelque chose, une entité autonome, il ne peut pas pénétrer tout seul dans le noyau, donc il est impossible qu'il modifie le génome. Quels sont les risques d'induire une réponse auto-immune? Je dirais qu'ils sont théoriques, c'est-à-dire, comme je le disais plus tôt, probablement extrêmement faibles. Alors, ceci dit, il y a un point de surveillance qui est organisé, hein, donc les industriels sont attentifs à ce point, mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu de réponse auto-immune qui a été observée lors des essais de phase 3, donc on est plutôt optimiste sur ce sujet-là. Par ailleurs, il faut savoir que les vaccins ARN, même si le grand public n'en a pas forcément beaucoup entendu parler, il faut savoir que ce sont des stratégies thérapeutiques ou vaccinales qui sont connues et utilisées depuis longtemps. Alors, premièrement, ce sont des thérapies qui sont déjà utilisées comme immunothérapie des cancers sans effets secondaires notables. Et par ailleurs, pour certaines maladies génétiques très rares, on utilise des thérapies par ARN qui sont injectées à des doses beaucoup plus fortes que dans le cas des vaccins contre le Covid, donc des quantités au moins 5000 fois supérieures, et de façon répétée, et ceci y compris dans les méninges, donc dans le cerveau, et ceci sans effets secondaires significatifs. Donc on a vraiment un assez bon recul sur la question. Donc en conclusion, la balance bénéfice-risque est quand même assez favorable, même très favorable, mais le problème, c'est la logistique complexe liée à la fragilité des ARN, et donc notamment au problème de stockage de ces vaccins à moins 80 degrés qui font que ça ne facilite pas les campagnes vaccinales. Ceci dit, il y a d'autres vecteurs qui arrivent sur le marché, et en particulier les vecteurs adénoviraux non réplicatifs. Alors, je ne vais pas vous détailler de façon aussi importante comment ça marche, mais sachez que ce sont aussi des technologies qui sont éprouvées, pour lesquelles on a déjà fait des vaccins, par exemple le vaccin Ebola. Dans ce cas-là, on a aussi inclus le gène de la spike, modifié ou non, dans le vaccin. On a utilisé l'industrie a utilisé différentes plateformes adénovirales, donc de différentes sources. Le plus avancé de ces vaccins, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le vaccin qui a été co-développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford en Angleterre, et qui sera peut-être approuvé d'ici ce soir en France, et donc qui est, pour résumer, également efficace, peut-être un peu moins efficace que les vaccins ARN, mais certainement très efficace, et en particulier contre dans la prévention des formes sévères dans la phase 3. Ce vaccin, il a l'immense avantage d'être stable à 4 degrés. Donc ça, c'est vraiment ça devrait vraiment faciliter les campagnes de vaccination. Il est déjà autorisé au Royaume-Uni. Il y a déjà une expérience quand même sur ce vaccin-là. On sait qu'il est bien toléré. Et donc, il y a eu d'importantes précommandes par la communauté européenne qui devraient permettre vraiment de vacciner plus de gens très prochainement. Alors, la priorité de vaccination, vous le savez, ce sont les sujets âgés. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Donc, on voit bien sur ce graphe à gauche que la fréquence d'hospitalisation augmente avec l'âge, et que malheureusement, la fréquence de décès liés au Covid-19 augmente également avec l'âge, et d'autant plus chez les hommes par rapport aux femmes. Donc, ces personnes âgées, donc le facteur de risque principal dans le risque de développer une forme sévère, c'est clairement l'âge. Donc, les personnes âgées sont les cibles prioritaires de la vaccination, ainsi que le personnel de santé, évidemment, puisque c'est le personnel qui doit s'occuper des patients, et les patients aussi à risque. Donc, de façon plus précise, la population prioritaire actuellement, ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnels de santé de plus de 50 ans ou avec une comorbidité, et les patients atteints de maladies chroniques à très haut risque de Covid sévère, par exemple parce qu'ils sont immunosupprimés ou immunodéprimés. Et dans un prochain temps, dès que cette première catégorie de personnes sera vaccinée, et donc peut-être à partir de mars, les critères seront allégés, et des personnes de plus en plus jeunes ou avec moins de comorbidité seront ensuite vaccinées. Donc le calendrier prévisionnel d'approvisionnement des vaccins, c'est celui-ci, donc sur le site du ministère. Donc vous voyez en bas, ce qui est important, c'est que le nombre total de doses, donc par million évidemment, il va augmenter, en tout cas suivant cette planification, de façon très rapide.
à mesure que les différents vaccins seront approuvés, hein. Donc, il y a toujours évidemment un risque que certains de ces vaccins ne soient pas approuvés, mais s'ils le sont, donc si cette planification s'avère juste, il y aura rapidement vraiment une augmentation très importante du nombre de doses disponibles, ce qui permettra à l'horizon 2022 probablement de vacciner toute la population. Alors, ceci dit, il y a pas mal de questions qui restent en suspens. Alors, la première de ces questions, c'est la durée de la protection. Comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'on n'a pas un recul très long sur cette infection. Elle a émergé en début 2020. Les premières personnes ont été vaccinées il y a quelques mois. Donc, c'est, je dirais, l'expérience qui le montrera. Deuxièmement, la prévention de la transmission. Comme je vous disais, est-ce que les personnes vaccinées vont pouvoir porter le virus et éventuellement transmettre? Ça reste une question. Et une question qui inquiète beaucoup les spécialistes, c'est l'efficacité sur les variants. Donc, pour illustrer ce point, j'ai mis cette diapositive, donc, qui est un peu technique. Donc, dans cette diapositive, ce qu'on voit, c'est en fait le domaine RBD de la protéine spike. Donc, c'est ce fameux domaine qui se fixe au récepteur cellulaire et qui permet l'infection. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le principal domaine, c'est la principale cible de la réponse immunitaire, et en particulier la principale cible des anticorps neutralisants. Et ce qui est représenté ici, en fait, c'est l'interaction entre ce RBD et différents anticorps qui sont retrouvés chez les patients. Et ce qu'on voit ici, ce qui est montré ici avec les flèches, ce sont les résidus qui sont mutés, en tout cas certains des résidus qui sont mutés dans les variants, dans les différents variants. On voit donc que ces résidus, donc ces acides aminés qui sont mutés chez ces variants, ils sont directement en contact avec les anticorps. Donc évidemment, on imagine que ces mutations vont moduler, probablement diminuer l'affinité de ces anticorps dans la neutralisation du virus. Donc ce point, il a été directement testé en fait en mesurant la neutralisation de différents virus, donc portant différentes mutations en fait, avec du plasma, donc des anticorps polyclonaux qui proviennent de patients vaccinés, donc des patients vaccinés par le vaccin Pfizer. Et on voit que quand il n'y a pas trop de mutations, en fait, les anticorps neutralisent pas mal les virus. Donc en particulier ici, ça c'est le variant anglais. Donc il est probablement assez bien contrôlé, même très bien contrôlé par les sérums, par les plasmas, en fait, par les anticorps des patients vaccinés. Par contre, on voit que quand on accumule les mutations, cette neutralisation, elle diminue. Et ici, là, à droite, c'est le cas du variant sud-africain, pour lequel, en fait, les différentes mutations diminuent beaucoup probablement l'affinité des anticorps pour la protéine spike du virus, ce qui certainement diminue de façon significative l'efficacité de ces anticorps et donc probablement la protection. Alors, suivant les dernières études qui ont été publiées ces derniers jours, le vaccin resterait relativement efficace contre le variant sud-africain. Mais des incertitudes demeurent. On n'a pas encore beaucoup quand même de données sur la question. Et le CDC, donc l'autorité de santé sur les maladies infectieuses aux États-Unis, a recommandé la production de nouveaux vaccins spécifiquement contre le variant sud-africain. Donc, elle a demandé ça aux industriels du vaccin, notamment à Pfizer. Donc, la conclusion sur l'effet des variants, c'est qu'il y a une résistance possible à la neutralisation par les anticorps qui sont générés lors de l'infection naturelle et qu'il y a une préservation partielle de l'activité neutralisante des anticorps induite par la vaccination. Donc, d'autres questions que cette efficacité sur les variants aussi demeure en suspens. Alors là, une des questions qui nous intéresse, nous, immunologiques, ce sont les corrélats de protection. Alors, il faut savoir qu'en fait, les anticorps neutralisants, dont je vous ai beaucoup parlé lors de cette présentation et qui sont la cible vraiment de l'industrie pharmaceutique, il n'est pas certain que ce soit finalement les paramètres ou les fonctions immunes qui nous protègent le plus. Et il y a d'autres fonctions immunitaires qui sont plus difficiles à étudier, plus difficiles à mettre en évidence, comme par exemple les lymphocytes T dont je vous parlais au début,
et qui pourrait être tout aussi important, voire même peut-être plus important que ces anticorps neutralisants. Donc, il est vraiment important de comprendre quelles sont les fonctions immunes qui nous protègent, parce que c'est celles-là qu'il faut mobiliser dans les vaccins. Les autres points en suspens, c'est les nouveaux vaccins qu'il faudra valider. Donc, il y a toute une liste. Je vous ai dit qu'il y avait 200 vaccins qui qui avaient été mis au point et qui étaient en cours de test. Donc, beaucoup de ces vaccins ne sont pas validés, évidemment, ils ne le seront peut-être pas. La production reste un gros problème. Il faut savoir qu'il n'y a que quelques compagnies pharmaceutiques dans le monde qui ont, je dirais, les reins assez solides pour produire des doses vaccinales comme ça de façon très contrôlée à l'échelle de la population mondiale. Donc voilà toute l'importance de cette industrie pharmaceutique dite lourde, qui est parfois critiquée, mais dont on voit vraiment l'intérêt dans ce genre de pandémie. Une autre question en suspens, c'est l'adhésion de la population. Donc, je vous ai parlé au début de cette fameuse immunité de groupe. Si on n'arrive pas à atteindre cette immunité de groupe, le virus continuera de circuler et tant qu'il circule, il va continuer de muter aussi. Donc, il n'y a qu'une vaccination de masse qui permettra de résoudre ce problème-là, y compris dans les pays pauvres. Puisque, pour paraphraser Emmanuel Macron, le vaccin ne reconnaît pas les frontières. Et donc, si on ne vaccine pas dans les pays pauvres aussi, le virus continuera de circuler là-bas et pourra bien sûr, des nouveaux variants pourront revenir sur notre territoire ensuite. Donc voilà, cette présentation est terminée. Donc je voudrais remercier un ensemble de personnes qui m'ont aidé à la faire. Donc tout d'abord Alain Fischer, qui est pédiatre, qui est un ex-directeur aussi de recherche à l'INSERM, qui travaillait à l'Institut Imagine et qui est maintenant président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, donc qui m'a gentiment donné sa présentation. Stéphane Paul, qui est chef d'équipe au CIRI, très impliqué dans la recherche sur le Covid, et donc qui est membre aussi du Conseil scientifique vaccin Covid-19, qui m'a aussi fourni des éléments. Alexandre Belot, qui est pédiatre aux HCL, membre de mon équipe au CIRI, qui m'a aussi donné du matériel. Jacqueline Marvel, avec laquelle je collabore sur des sujets Covid et qui est chef d'équipe au CIRI, qui travaille sur les lymphocytes T. Daniel Casal, qui est pédiatre et professeur de médecine et que je ne connais pas, mais qui a gentiment mis à disposition des présentations sur les vaccins sur Internet, dont je me suis inspiré. Et puis Isabelle Fugier, qui est chercheur chez Sanofi et qui m'a donné aussi du matériel pour préparer cette présentation. Merci à tous. Et puis, s'il y a des questions, je suis tout à fait d'accord pour y répondre. Merci beaucoup Thierry pour ce séminaire. Donc il y a effectivement beaucoup de questions. J'ai même des questions qui m'arrivent par mail parce que beaucoup de gens n'ont pas pu se connecter parce qu'on a dépassé la jauge malheureusement. Donc je lis des questions par ordre. Thierry, par quelles cellules sont captées les nanoparticules lipidiques qui contiennent l'ARN spike? Est-ce que toutes les cellules les captent ou seulement un type de cellule? Alors, il faut savoir qu'il y a probablement une dissémination assez large du vaccin, mais qu'il y a quand même des cellules qui sont vraiment spécialisées dans la capture de ce genre de particules et qui sont ce qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont des cellules qu'on dit présentatrices d'antigènes, qui sont vraiment les cellules qui vont initier cette fameuse réponse adaptative dont j'ai parlé, donc qui sera assurée par les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, surtout les cellules dendritiques. Très bien. Une deuxième question d'Ewen. Les vaccins contre le Covid sont sans adjuvants? Donc, c'est une question. Et si oui, à quoi servent les adjuvants dans les vaccins qui le contiennent? Alors, les adjuvants sont des substances qui vont en fait activer la fonction du système immunitaire, qui vont la potentialiser. Et ce sont des substances qu'on n'a pas mis dans les vaccins ARN. Alors, il y en a dans certains autres vaccins, par exemple dans les vaccins avec des protéines recombinantes, donc le Novavax par exemple. Donc, on utilise toujours beaucoup les adjuvants et donc ils vont permettre donc vraiment de booster cette fonction immunitaire. Dans le cadre des vaccins ARN, alors c'est un peu empirique, on s'est aperçu qu'on n'en avait pas besoin, probablement parce que ces ARN viraux en eux-mêmes sont capables de stimuler cette fonction immunitaire sans l'aide d'adjuvants. Très bien, donc je pense que ça répondait à la troisième question de Langlois sur les ARN messagers. Donc je passe à la quatrième. Pour le vaccin AstraZeneca,
il est dit qu'il serait plus efficace sur les jeunes. Est-ce que tu confirmes ou infirmes ou est-ce que c'est ouvert? Alors moi, j'ai pas d'informations sur cette question-là. Il est vrai que en fait, les vaccins Moderna et Pfizer n'ont pas été testés chez les enfants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de données sur les enfants et ça reste un problème. Et peut-être que les nouveaux vaccins, comme celui de Novavax ou d'AstraZeneca, ont été testés plus amplement chez les enfants. Une question liée toujours à AstraZeneca qui pose, donc c'est savoir si il y a des explications à l'efficacité en demi-dose du vaccin AstraZeneca. Et est-ce que tu confirmes? Et est-ce que ça changerait parce que effectivement, ça changerait les capacités en approvisionnement. Donc, est-ce qu'il y a des preuves, des faits? Ouais. Alors, je dirais qu'effectivement, il y a eu un il y a eu un essai clinique qui a été basé en tout cas, des patients n'ont reçu qu'une demi-dose pour la première dose, pour la première injection, et l'efficacité était apparemment très bonne. Ceci dit, il faut voir quelle était la cible, donc la population ciblée, la population vaccinée, et il est possible qu'il y ait des variations individuelles importantes dans cette nécessité de vacciner. Donc peut-être que chez certaines personnes, une demi-dose suffira, hein, pour parler clairement, alors que pour d'autres, il faudra peut-être une dose complète et même plusieurs doses, donc des injections répétées. C'est-à-dire que là encore, on n'a pas énormément de données et donc l'avenir le dira. Il faudra faire. En général, ces opérations, elles ont lieu après la mise sur le marché. Hein. Donc une fois qu'un vaccin est autorisé, il y a souvent des essais post-acceptation dans lesquels en fait on commence à ajuster la dose et le nombre de doses qu'il faut et le temps entre les rappels qui est utilisé. Mais ceci se fait avec le temps et je dois dire que la critique est facile de ce côté-là, l'art plus difficile. Message passé, Thierry, très bien. Une question un petit peu reliée à laquelle tu as partiellement répondu. Combien de doses sont nécessaires pour les vaccins ARN messagers et surtout, combien de temps d'écart entre les doses? Ouais. Et donc là encore, il y a des gens qui ont un avis très tranché, en particulier certains journalistes, hein, on voit bien sur le web, donc qui voudraient qu'en fait on n'injecte qu'une dose chez les patients et qu'ils disent qu'il vaut mieux injecter plus de gens avec une dose que moins de gens avec deux doses. Le problème, là encore, c'est qu'on n'a pas assez de recul sur la question. Et en fait, si on commence à injecter qu'une seule dose à des patients qui ne font pas assez d'anticorps, ben en fait, ils seront peut-être pas protégés. Et donc, en fait, on aura peut-être perdu notre temps dans l'histoire. Donc, les tests ont été faits avec deux doses. Donc, pour le moment, il vaut mieux respecter ce qui a été le protocole qui a été testé. Très bien, je reviens à une question de Samuel. Pour que la vaccination devienne inefficace, faudrait-il que la mutation intervienne sur la protéine spike obligatoirement? Alors, dans la mesure où l'immense majorité des vaccins ciblent la protéine spike, oui, il y a évidemment une pression de sélection sur cette protéine spike, puisque voilà, tous les vaccins la ciblent. Mais maintenant, donc, si les variants mutent beaucoup sur cette protéine spike, à un moment donné, il est évident que les anticorps ne pourront plus la reconnaître. Donc, oui. D'accord. Une question toujours de Samuel. Les jeunes étant les principaux réservoirs, entre guillemets, du virus et un des plus gros vecteurs de transmission, pourquoi prendre le temps de les vacciner en dernier? Ils constituent potentiellement le plus gros risque de mutation. Alors, je dirais parce qu'ils sont justement asymptomatiques, donc ils se protègent extrêmement bien contre l'infection. Donc, à vrai dire, leur seul problème, c'est qu'ils effectivement facilitent la transmission, mais leur avantage, c'est qu'ils, en tout cas, ils n'ont pas ils n'ont jamais de symptômes sévères. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on raisonne. On essaye d'abord de stimuler l'immunité des plus faibles avant de régler le problème de la transmission. En fait. D'accord. Donc après, il y a une petite série de séminaires de questions qui élargissent un petit peu le séminaire. Pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin pour le VIH? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste du VIH, mais le problème du VIH, si vous voulez, c'est que quand il infecte un individu, il va muter extrêmement rapidement à l'intérieur même de cet individu. Ce qui peut se passer d'ailleurs aussi dans le cas du SARS-CoV-2, mais à un niveau bien plus faible. Donc le problème du VIH, c'est vraiment son taux de mutation impressionnant, sa capacité à muter extrêmement rapidement
y compris à l'intérieur même d'un individu. Donc le problème, c'est que si on a stimulé une certaine immunité chez cet individu, elle va être efficace, mais de façon très transitoire, parce que le virus va très rapidement élaborer des stratégies, donc il va muter, et de ce qui le rendra invisible aux anticorps qui auront été générés. Donc le système immunitaire n'aura pas le temps de s'adapter. Alors, une question qui m'est arrivée indirectement par quelqu'un qui n'a pas pu se connecter. Pourquoi n'est-on pas en train de construire ou de reconvertir de nombreuses lignes de production de vaccins à l'échelle mondiale? Bah, c'est quand même déjà un peu le cas, en fait, avec Sanofi. Donc, vous savez que, j'espère qu'il n'y a pas de membres de Sanofi dans l'audience, mais vous savez que Sanofi a pris énormément de retard dans la production de ses propres vaccins, qu'ils ne sont pas extrêmement prometteurs sur le papier, en tout cas pour le moment non plus. Donc, ils ont fait le choix très récemment de mettre à disposition une partie de leur industrie lourde, je dirais, de production de ces vaccins pour produire plus de doses du vaccin de Pfizer. Donc si, c'est déjà le cas, en fait. Je pense que ça, c'est pour ce qu'on connaît en France, et il y a peut-être d'autres cas dans le monde. Merci. Une autre question, est-il plus facile de concevoir des vaccins contre les variants à partir des vaccins SARS-CoV-2 qui ont déjà été établis, ou est-ce un nouveau défi à chaque fois? Je dirais que là, l'expérience joue en notre faveur. Donc, c'est exactement la même chose que pour la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, c'est vraiment plus un problème de conception. Tous les vaccins contre la grippe saisonnière qui sont faits, par exemple, par Sanofi, c'est quand même toujours maintenant la même recette, le même protocole. Donc, je dirais que les études sont grandement facilitées à chaque fois qu'ils refont un nouveau vaccin. Il suffit juste de savoir quelle souche il faut cibler. Donc, oui, toute l'expérience qu'on engrange en ce moment nous servira pour produire des vaccins contre les éventuels nouveaux variants qui arriveront. Et qu'en est-il de la validation pour prolonger il faut reprendre une cohorte de malades? Je dirais que là aussi, bon, je suis pas vraiment, je connais pas tous les tuyaux des autorités de santé, mais il est évident que certaines étapes seront validées d'emblée si c'est exactement les mêmes recettes qui sont utilisées. Donc, je pense que ça sera plus rapide. Même s'ils ont été très rapides pour le coup, comme je disais tout à l'heure. Une autre question d'Anne-Marie, faudrait-il prévoir des sérologies post-vaccinales? Et si oui, dans quel délai? Et quels seraient les risques de faux négatifs ou faux positifs? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il y a pas mal de médecins qui prescrivent des sérologies post-vaccinales. Je pense que ce n'est pas des recommandations faites par les autorités de santé pour le moment, ni par les industriels. En général, les gens qui répondent bien à un vaccin répondent bien aux autres, de façon générale. Donc, c'est-à-dire que si on a affaire à une personne qui n'a jamais répondu à un vaccin, évidemment que peut-être ça sera utile de vérifier qu'elle peut répondre à celui-ci. Mais l'expérience pour tous les précédents vaccins a montré que si on répondait bien à un vaccin X, on répondrait bien au vaccin Y suivant, s'il a été testé correctement. Donc c'est pour ça que les sérologies sont inutiles la plupart du temps. Il y a aussi une question de coût dans ces sérologies. Très bien, on arrive un peu à la fin des questions qui sont explicites. Ah, en voilà une. Est-ce que deux virus peuvent se combiner pour donner naissance à un troisième? Alors ça, c'est le cas du virus de la grippe, mais pas des coronavirus. Non, pas qu'on sache en tout cas. Et on peut expliquer pourquoi? Parce que le virus de la grippe, c'est un réassortiment entre. Donc il y a des gènes donc la neuraminidase et l'autre dont j'ai oublié le nom, la H, l'hémagglutinine, et qui peuvent être réassortis entre plusieurs virus. Donc, ils sont à la surface du virus et qui peuvent être réassortis entre plusieurs virus qui infectent la même cellule. Mais ce mécanisme, je dirais, il est propre au virus de la grippe. Et les coronavirus ne fonctionnent pas du tout de cette façon-là. Il n'y a pas du tout ces gènes-là. Donc, il n'y a pas possibilité de réarrangement, de réassortiment de cette manière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des uns et des autres? À partir de quel taux de personnes vaccinées l'immunité collective sera-t-elle suffisante? On parle de 70%. Ça, c'est les chiffres, voilà, statistiquement, autour de 70%.
Donc, en fait, le corollaire de la question précédente est lié au nombre de réfractaires au vaccin. S'il est trop grand, il risque d'avoir, on aura du mal éventuellement à atteindre cette Bah, immunité collective. ouais, c'est clair. C'est tout à fait un des enjeux de la vaccination, c'est qu'il y a suffisamment de gens qui y adhèrent, y compris si c'est un mode de vaccination un peu récurrent, avec chaque année ou de façon cyclique des nouveaux vaccins contre les variants qui émergeront. Ouais. D'accord. Donc, si on imagine que le virus se mette à muter plus rapidement, est-ce qu'il faudra changer radicalement de stratégie de vaccination? Bah, disons qu'il n'y a pas de raison objective pour que le virus mute de façon plus rapide. Donc, enfin, c'est des virus, je dirais qu'ils ont un bagage génétique relativement limité, donc le taux de mutation ne peut pas évoluer comme ça de façon, je dirais, comme ça naturellement. Donc non, il n'y a pas de raison qu'on doive changer de stratégie, en tout cas en l'état actuel des connaissances. Bien sûr. Est-ce que toutes les cellules peuvent être infectées? Non, il faut qu'elles expriment le récepteur, donc ce fameux récepteur ACE2, qui est exprimé sur certains types cellulaires et pas tous. Donc il faut qu'il y ait un niveau suffisant. D'accord. Est-ce qu'il reste des questions urgentes? Et quid d'une sérologie pré-vaccinale, en particulier pour les personnes réfractaires? Certains sont peut-être déjà immunisés. Alors, le problème là, c'est que donc, ça touche à un autre problème qui est le problème de la protection après l'infection. Et donc là, sur le sujet, les recommandations actuelles, c'est que les personnes, donc ça c'est des recommandations qui de nouveau émanent des États-Unis, donc du CDC, hein, du Center of Disease Control, qui en fait préconise de vacciner les gens après 3 mois après leur infection naturelle, considérant que leur immunité naturelle ne les protège plus. Alors, il faut savoir que c'est basé essentiellement sur la mesure des anticorps neutralisants, dont on ne sait pas si justement ce sont les principaux paramètres de notre protection. Donc, quand on aura établi ça, peut-être qu'on pourra répondre de façon plus claire. Mais nous, notre expérience, je dirais, locale à Lyon, donc je travaille notamment avec des cliniciens à Lyon Sud, sur une cohorte de patients soignants en fait, qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 en mars, pendant la première vague en mars 2020. Il faut savoir que chez cette cohorte d'environ 300 patients, on ne trouve pas de patients qui se réinfectent. Donc, ça suggère quand même que cette immunité, je dirais, naturelle, elle est suffisante pour protéger en tout cas 9 mois. Donc, ce qui va un peu à l'opposé de ce que préconise le CDC, qui dit qu'il faut vacciner après 3 mois. Donc, sur cette question-là, il y a un peu aussi une question peut-être de prudence qui entre en jeu. Mais donc, pour revenir à la question qui était est-ce qu'on doit faire une sérologie avant de vacciner, je pense que ça coûterait très cher, en tout cas, de faire une sérologie chez tout le monde. Et s'il fallait le faire de façon cyclique, enfin, on voit bien que ça serait rapidement très difficile à gérer. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et en plus, on n'est même pas sûr que ce qu'on mesurerait serait vraiment corrélé à la protection contre l'infection. Donc, je pense que non, ce n'est pas la peine de faire une sérologie avant vaccination. Merci Thierry. Donc, je pense que j'ai posé toutes les questions que j'ai lues. C'est bientôt les 14 heures. Je voulais dire trois informations. Déjà, je te remercie très chaleureusement Thierry pour la qualité de ton séminaire et pour la précision et la concision de tes réponses explicites et sans langue de bois. Merci. Deuxième point, je voulais transmettre, s'il vous plaît, transmettez nos excuses à vos collègues et amis qui n'ont pas pu se connecter. La jauge a été divisée par 5 par rapport à ce qui était prévu et donc c'est regrettable. Heureusement, normalement, il y a un enregistrement qui va être disponible sous quelques jours. Je croise les doigts. Et troisième point, l'ICSI, l'Institut du système complexe, va organiser cette année une série de séminaires sur la Covid avec une approche interdisciplinaire. Il y a eu plusieurs travaux ces derniers mois à l'école normale, en biologie, on vient d'en parler pour quelques-uns, mais aussi en économie, en traitement médicinal et d'autres. Donc, cette série de conférences est en préparation et vous serez mis au courant.
Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Merci Thierry. Merci à toi Thierry et puis bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.